13h sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, ils sont presque achevés dans la Ré-Vive. Ce sont les travaux de construction des principales voies de ce quartier de Cotonou. Le constat, c'est dans un instant. Des manifestations aux alentours de Biarritz, la colère gagne de nombreux secteurs professionnels. Tous réclament de meilleures conditions de travail et plus de moyens humains et financiers. Et puis, le géant américain de la distribution Costco a été contraint mardi de fermer temporairement les portes de son tout premier magasin en Chine, quelques heures après l'inauguration qui a drainé des foules records. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais dans les titres, les travaux de construction des voies dans les villes phares du Bénin se poursuivent, même si ces derniers piétinent par endroits, ce n'est point le cas dans la Ré-Vive, un des quartiers des hommes nantis du pays. C'est du moins ce qu'a constaté Roland Tonéikes et Denis Marouya. La cité résidentielle Ré-Vive a été également impactée par les travaux d'asphaltage lancés dans la ville de Cotonou. Des travaux qui changent le visage d'un quartier autrefois caractérisé par des rues avec des nids de poules et des eaux stagnantes par endroits. Une situation qui rendait difficile l'accès aux bureaux et aux domiciles pour les usagers. Ce que je vois, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Et que je vois que si ça continuait comme ça serait bien pour le pays. Les travaux se déroulent normalement et nous en sommes très heureux. Que ça continue, oui, c'est bon. C'est très bien. Nous nous réjouissons de cela d'ailleurs. Les travaux qui se déroulent, c'est bon, puisque c'est une zone la plus belle, il faut dire, de notre pays, où les étrangers, la plupart des étrangers viennent. Maintenant, moi, ce qui m'a fait un peu mal dedans, c'est que c'est un peu tard, ce travail-là qu'ils sont en train de faire. On devrait faire ça là depuis. Donc disons merci parce que c'est fait aujourd'hui, ça a changé un peu l'image de notre pays. Des travaux qui sont presque achevés devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pour ce qui est des autres rues, tout se déroule également bien. Cependant, Idriss Daouda, enseignant au CEGI l'Océan, pose un problème. Ça a commencé depuis l'année scolaire et nous avons constaté qu'il y a eu vraiment des empêchements, c'est-à-dire des fois ça nous empêche de venir au cours, des fois on est au cours et c'est des bruits par-ci. À des moments donnés, je quitte même la salle. Je vais m'asseoir à la salle de professeur à cause des bruits. Bon, maintenant nous sommes en vacances, ça continue, c'est bien, mais il faudrait qu'on se dépêche parce que la rentrée c'est dans 2 ou 3 semaines. Il ne faudrait pas qu'on reprenne avec ça. À des moments donnés, on a fermé l'accès même du collège. Et on ne voudrait pas assister à ça à la rentrée scolaire. Un problème qui mérite qu'on s'y penche pour le bien des enseignants et des élèves, car cela pourrait avoir un impact sur le rendement des apprenants. Il s'en est allé à l'âge de 112 ans ce samedi 24 août. Kofi Gaou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a définitivement tourné dos de corps à ce monde. Artiste plasticien et comédien, celui qui ne restera désormais vivant que dans nos mémoires à travers ses multiples œuvres, tire sa révérence en laissant de lui une image de marque de polyvalence. Il était lui seul comédien, dramaturge, cinéaste, plasticien, tapissier, sculpteur et auteur. Allons à la découverte de l'homme avec Maury Agua. Le septuagénaire, homme de théâtre, graphiste, peintre, artiste de l'intérieur, cinéaste, sculpteur, Kofi Gaou a tiré sa révérence. Il n'est plus de ce monde. La nouvelle est tombée ce dimanche. Il s'est imposé tout au long de sa carrière par ses œuvres. Il a participé à plusieurs expositions en France et plus précisément à Paris, où il fut élève au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Kofi Gaou a également participé à des expositions en Afrique, en Europe, à Cuba et aux États-Unis. Acteur du film Guélou, Le Précipice du réalisateur Serge Yéhou, où il a joué le rôle du roi, il était affectueusement appelé doyen par ses pairs. Un artiste ne meurt jamais,
salue l'artiste. À présent, suivons quelques témoignages sur Kofi Gaou, véritable monument de l'art contemporain béninois. Kofi Gaou, c'est un montreur de chemin, c'est un guide, c'est quelqu'un qui nous donne l'envie de faire ce qu'il faisait, qu'il ne fera plus désormais. Parce qu'à parler d'art dramatique au Bénin, à parler d'art plastique, de tentu et autres, Kofi Gaou fait partie des figures de co. Je pense à un personnage très fort, d'abord sa voix, son physique et sa voix. Il a une voix assez influente et quand il tape du poing sur la table, ça tremble. Il a surfé sur l'art plastique, c'est-à-dire les tentures, les toiles, la sculpture et le théâtre. Et donc le cinéma et les autres formes d'expression artistique. Moi j'ai eu la chance de jouer avec lui dans le film Il était une fois à la forêt. On est allé jouer à Tukilbo et je m'en souviens comme si c'était hier. Moi j'ai travaillé précisément avec lui dans les années 90 où je réalisais Baobab, Taxi Brousse. Il incarnait le personnage de Médard, un personnage atypique, un personnage livré à ses fantasmes, surtout aimant les interdits. C'était ça qu'il avait incarné. Et il l'incarnait très bien. On avait travaillé sur environ 5 ans. Dans les années 70, il était au collège Père au Pied, où il avait incarné un Bokono qui s'appelait Aobobo Tinti. Ça avait régalé tous ses amis du temps. C'est les gens qui ont animé aux côtés de Quitin Lazare, les cerveaux noirs. Les cerveaux noirs dans le temps, c'était la bonne semence de tout le théâtre béninois. Ils ont fait notre fierté. Il est membre fondateur aussi de Zamahara, la voix du peuple. Je suis très peiné parce que Kofi Gaou a encore du génie, il a du talent. Au-delà des spectacles, le plus grand qu'il a présenté était un solo qui s'appelait Drôle de Monsieur. Il a publié 2 ou 3 ouvrages, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et je crois que l'artiste est mort, salut l'artiste. Il y a aussi 2 pièces dans lesquelles il a joué, que lui aime rappeler bien au souvenir de tous ceux qui veulent l'entendre. Il s'agit de Touenoblo Todo et Yovo Reloué. C'était des créations collectives du temps de la Révolution, donc c'était dans l'air du temps. Et moi, je garde surtout de lui sa voix rayée, que j'adore, qui va me manquer. Sa voix rayée à la borne de celle des revenants, que je trouve qu'il a désormais rejoint. Au registre sport, le championnat national de tennis 2019 a pris fin ce samedi au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Le film de cette finale avec Frédéric Espoir Mambou et Fiacre Voitan. C'est une finale âprement disputée chez les seniors hommes qui a bouclé la boucle du championnat national de tennis de l'année 2019. Une finale qui a sacré Magloire Yakpa, une figure déjà bien connue du tennis béninois, qui a disposé de Vince Ncha 7-5, 6-3. J'ai eu beaucoup de difficultés pour démarrer ce match. Il m'a mené 3-1 au premier et j'ai su gérer pour revenir au score et gagner 7-5 finalement. Comme vous le savez, c'est un joueur qui a la taille. Il a élancé et comme il a une prise vraiment fermée, il arrive à accélérer les balles quand elles sont au niveau de sa hanche. Donc qu'est-ce que j'ai essayé de faire, c'est tourner la balle en haut. Quand ça rebondit, ça fait 2 tons au sol, donc ça l'embrouille un peu. Pour le jeune perdant, l'adversaire en face était dans son jour et n'a laissé aucune faille. Les autres jours, mon revers marchait plus, mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout marché. Mon service ne passait pas et Magloire, il ne fait pas du tout de faute. Il est beaucoup expérimenté et il a su me gérer. Chez les dames, c'est la jeune Bekoude Carmine qui est désormais le numéro 1 béninois devant Gloriana Naoum. 6-2, 6-2 pour le score final. J'ai essayé de plus m'entraîner qu'avant, il y a quelques mois, parce qu'il y avait fait un tournoi dernièrement et c'était pas bien, donc j'ai essayé de plus m'entraîner pour pouvoir réussir au niveau un peu. Au terme de la partie, certains acteurs du tennis béninois donnent leurs appréciations. Je dirais que c'est une grosse satisfaction et il faut déjà saluer le travail et la diligence que l'équipe, la fédération, notamment son président Jean-Claude Talon,
a mis en œuvre pour pouvoir faire de ces championnats-là déjà une réalité et je dirais quasiment une réussite. Vous avez bien vu vous-même tout à l'heure, les enfants, comment ils ont joué. La finale, c'était très belle, c'était une très belle finale. Même le perdant n'a pas démérité. C'est une finale du championnat national, donc qui a vu la victoire de Magloire Yakwa sur Vince Ncha. Donc je dirais que c'est peut-être, bien que le champion 2018, Sylvestre Monou, soit absent, soit dans d'autres compétitions à l'extérieur, je dirais que c'est quand même, avec un clin d'œil amical bien sûr, c'est une petite revanche de ce que vous qualifiez il n'y a pas longtemps de vieille garde sur la jeune garde. Au terme de la compétition, des bourses ont été accordées aux 2 premiers chez les messieurs et chez les dames. De quoi forcer l'émulation au sein de la jeune génération. Et puis, les 2 premiers de chaque catégorie bénéficieront de bourses sur une période de 10 mois. Une innovation de l'équipe de Jean-Claude Talon qui nous parle ici de cette stratégie et des défis du tennis béninois. Je crois que c'est toujours le même objectif, hein, c'est de renforcer, de faciliter et de soutenir les pratiquants de notre sport. Vous savez que lorsque nous étions il y a quelques années dans cette logique dont nous avions hérité parce qu'elle se faisait avant nous de distribuer des prix en argent, lorsque nous l'avions interrompu, ça a été un tollé. Les joueurs ont trouvé que c'était anormal qu'ils ne reçoivent pas un prix. Nous avions interrompu cela parce que nous avions constaté que ça ne servait à rien de donner une bourse ou en tout cas de donner une prime ou je ne sais pas comment on va l'appeler, un montant important à la fin du tournoi parce que cela n'aidait pas spécialement les vainqueurs et les champions en titre et leurs vice-champions à poursuivre le reste de l'année dans la pratique de leur sport. Donc nous avons institué cette disposition pour leur donner de façon régulière de quoi subvenir à des petits besoins, même si nous sommes bien conscients que cela ne couvre pas tous leurs besoins, mais c'est une contribution de la part de la fédération pour tout au long de l'année être capable de leur apporter le petit complément qui peut leur manquer pour s'acheter des cordages, renouveler leurs chaussures, réparer leurs raquettes, etc., payer un petit transport, etc. Bien sûr, il faut renouveler d'efforts. Vous savez, nous avons... avec le ministre en charge des sports, puisque ce n'est pas le ministre des Sports, c'est le ministre en charge des sports, il est aussi le ministre du tourisme, de la culture et des sports. Nous avons, disons, réaffirmé notre engagement commun, et surtout lui, le ministre, à nous soutenir et à nous accompagner très vite dans le développement des infrastructures. Vous savez que le grand projet dans lequel le Bénin aujourd'hui est engagé, et je dirais que le Bénin a conquis de hautes luttes pour recevoir cette Académie internationale de tennis sur terre battue, cet événement-là nous oblige au niveau national à avoir également d'autres activités, d'autres faits à notre actif. Nous ne pouvons pas nous contenter de n'avoir que ce projet-là en commun avec d'autres. Donc nous devons avoir notre propre politique qui existait et je crois que le moment est venu et monsieur le ministre a bien voulu nous réaffirmer sa détermination à nous accompagner dans l'édification des infrastructures. Donc je pense très vite ce gap, ce déficit d'infrastructures va nous aider à renforcer le tennis dans les départements et dans les ligues. Football, après les 5-0 infligés à l'équipe mauritanienne ASC en match aller, ESAE FC a réédité l'espoir pour le match retour ce samedi en battant les Mauritaniens par un score de 2-0. C'était au stade René Pleven de Cotonou-Roland. Kodjo, Tonéikes, Fiakovoitan. Vainqueur des Mauritaniens au match aller sur un score de 5-0 à Nouakchott, ESAE FC a sans surprise gagné le match retour de ce samedi 24 août au stade René Pleven de Cotonou. Gagner ce match retour comptant pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2019-2020 était un défi pour la SC Nîmes, association sportive et culturelle
de la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie. Dès l'entame, les Mauritaniens décidés à remettre le compteur à zéro ont multiplié les actions. Mais l'équipe de Zaïre FC prend l'avantage à la 6e minute de jeu grâce à Antonin Oussou. Un score qui en restera là jusqu'à la fin de la première partie. À la reprise, les multiples tentatives de l'ASC Nîmes pour revenir au score sont restées vaines. À la 88e minute de jeu, Emmanuel Samuel Oniekweni inscrit le deuxième but de la partie pour son équipe Esaü FC. Esaü FC 2, ASC Nîmes 0. Esaü FC se qualifie donc pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2019-2020. C'est vrai qu'on a fait quelques erreurs d'appréciation sur certains niveaux de jeu, mais le match pour la Monivaux a été bon. C'est vrai, on a été face à une bonne équipe qui a eu l'avantage très aisé à l'aller, donc en retour ils ont peut-être un peu contrôlé le match et c'était tout à fait normal. Mais je suis très satisfait du résultat du match, vu qu'on a perdu 2-0, c'est pas bon de perdre tout le temps, on veut tout le temps gagner, mais on a perdu peut-être avec la manière. On n'a pas baissé la tête, on a perdu avec dignité quand même. On a vu que l'adversaire s'est organisé autrement et n'a plus voulu se faire piéger comme au match aller, ce qui nous a créé quelques difficultés dans l'entre-jeu. Mais ce que je retiens, c'est que au-delà de l'organisation de l'adversaire, on a su prendre le dessus quand même. Esaü FC sera face à l'équipe burkinabé Salitas pour le second tour préliminaire. Une équipe inconnue des poulains de Bior Richard. L'entraîneur mauritanien ne manque pas de leur prodiguer des conseils pour la suite de la compétition. C'est une équipe qu'on ne connaît pas aussi, mais qu'on va affronter. Donc il s'agira pour nous de nous apprêter comme on l'a fait au premier tour, et de nous organiser comme on l'a fait, et puis on va voir ce que ça va donner. Surtout que la phase aller, c'est chez nous, à domicile. Ils ont les chances d'aller beaucoup plus loin, donc je pense qu'il faudrait surtout accélérer le travail sur le plan de la finition. Ils pêchent beaucoup en attaque. Je pense qu'il faudrait encore davantage se concentrer sur la finition. Actualité en dehors du Bénin, le G7 a été marqué par des manifestations aux alentours de Biarritz. Urgence hospitalière, policiers et pompiers, la colère gagne de nombreux secteurs professionnels. Tous réclament de meilleures conditions de travail et plus de moyens humains et financiers. Certains ont profité du G7 pour faire entendre leurs revendications. Reportage. Quel est le comble pour un pompier? Peut-être allumer des feux. C'était le cas encore tout récemment au rond-point de la butte aux Cailles à Anglette. Une quarantaine de soldats du feu ont incendié quelques palettes de bois avant de déployer des banderoles. Une opération brûlante qui avait pour but d'interpeller directement Emmanuel Macron, présent dans la région à l'occasion du G7. Le chef d'État, lors de son allocution de samedi, Sénégal a dit qu'il ne fallait jamais cesser de se battre contre l'inégal et l'absurde. Donc nous pensons que nous sommes totalement dans une situation inégale, parce que pour en revenir toujours sur les conditions de travail, certains autres départements travaillent en 12 heures, nous en 24 heures. Dans nos départements, certains ont toutes leurs heures comptées, mais d'autres non. Donc nous trouvons que ce sont totalement inégales et absurdes, puisque dans la mesure où cela met en danger les sapeurs-pompiers, et donc par votre conséquence, la population. Nous n'arrêterons pas, nous irons jusqu'au bout. Maintenant, c'est à l'État de prendre une décision et à nos élus locaux qui détiennent aussi le budget localement. Depuis plusieurs mois, les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques multiplient grèves et opérations symboliques. Ils réclament notamment pour chacun de leurs collègues le paiement de 600 heures supplémentaires travaillées chaque année. Nous sommes en grève depuis le 26 juin au niveau national. Nous sommes en grève pour différentes revendications qui sont la prime de feu, la revalorisation de la prime de feu, une augmentation des effectifs bien sûr, aussi une prise en considération de notre santé et de notre sécurité au travail, et tout ça par le biais de l'aménagement du temps de travail, parce que nous avons un gros problème au niveau du département, c'est que nous travaillons sur des amplitudes de 24 heures de garde. Et donc ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que sur 24 heures de garde, nous sommes comptabilisés que 17 heures de garde effective.
Donc c'est-à-dire qu'on passe 24 heures sur notre lieu de travail, mais on n'est payé que 17 heures. Donc il n'y a que dans le service public en France que l'on voit ça. Le deuxième problème est le fait que les 24 heures de garde, l'amplitude de 24 heures de garde, en fait engendre des problèmes médicaux chez les personnes qui ont ce service-là. Voilà, réduisent l'espérance de vie et ne nous permettent pas d'assurer sur 24 heures un service de qualité identique en début de garde ou en fin de garde. Ça a engendré beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'arrêts maladie et nous nous sommes retrouvés par exemple sur le G7 avec des effectifs totalement réduits. Psychologiquement, ça devient de plus en plus dur puisque nous ne sommes pas entendus justement sur les difficultés que nous éprouvons avec nos régimes de travail. Et physiquement, nous arrivons aussi pour certains à des points de rupture. Fatigués physiquement et psychologiquement, les pompiers sont donc à bout. Faute de réponse de la part du ministère de l'Intérieur, nombreux d'entre eux sont en arrêt de travail. Une colère qui se répand comme une traînée de poudre puisqu'elle a déjà gagné de nombreuses villes de France comme Paris, Marseille ou encore Besançon. Le géant américain de la distribution Costco a été contraint mardi de fermer temporairement les portes de son tout premier magasin en Chine quelques heures après l'inauguration qui a drainé des foules records. La nouvelle grande surface spécialisée dans les achats en gros a dû stopper l'entrée des clients pour raison de sécurité alors que les rayons étaient envahis de milliers d'acheteurs s'arrachant caissons de viande, écrans plats ou ours en peluche géant. Quelques jours avant l'inauguration, certains spécialistes de la distribution disaient douter du succès de Costco en Chine. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'a pas non plus dissuadé le consommateur chinois de s'approvisionner dans une chaîne américaine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.